On va résumer le prologue et le premier chapitre du livre Frères de sang de Michael Olivier. Alors, dans le prologue, celui qui parle, c'est un garçon qui a 15 ans. Et il dit, quand j'avais 14 ans, j'avais une vie de rêve. J'étais riche, j'avais des parents, j'avais un frère, j'avais une belle maison et beaucoup d'amis. Un an après, il a 15 ans. Il est devenu... les gens veulent plus être amis avec lui, il a pris 12 kilos et il dort plus la nuit parce qu'il fait des cauchemars. Donc on va découvrir dans le livre ce qui s'est passé pour que ce garçon qui avait tout pour être heureux à 14 ans se retrouve aussi malheureux à 15 ans. Donc le chapitre 1. On retrouve le héros qui s'appelle Martin. Il est à table avec son père et sa mère. Son père est neurochirurgien et sa mère est directrice dans un cabinet de publicité. Et il est aussi avec son frère Brice à table. Et puis, il y a un policier qui entre chez eux. Ils ne sont pas habitués à être dérangés comme ça pendant le repas par quelqu'un qui arrive à la porte. Et là, c'est la catastrophe. Le policier, il dit que Brice, son frère, est accusé d'avoir commis 5 meurtres et il emmène le grand garçon. Alors Martin, il se retrouve tout seul avec sa mère, son père accompagnant son frère, et il se dit que ce jour-là, toute sa vie a basculé. Son frère est accusé d'avoir commis 5 meurtres. Et c'est la fin du chapitre 1. On va résumer le deuxième chapitre de Frères de sang. Donc Martin et sa mère sont seuls à la maison. Son père est parti avec son frère emmené par la police et il appelle vers minuit pour dire que la situation est compliquée. Il n'arrive pas à sortir son fils du commissariat de police. On sait depuis la première phrase de ce chapitre qu'il va rester 3 jours en prison, voire même plus, parce qu'au 3e jour seulement, son frère pourra le revoir dans un parloir. Un parloir, c'est un endroit où les prisonniers peuvent, à travers une vitre, parler aux gens de leur famille ou à leurs amis. Donc, un autre personnage dont on parle dans ce chapitre, c'est la maman. Elle a pris des calmants, c'est-à-dire des médicaments pour dormir. Elle a aussi bu du whisky parce qu'elle est très traumatisée par ce qui se passe. Les policiers sont restés jusque 10h30. Ils ont fouillé la chambre, ils ont pris des vêtements, ils ont tout mis dans des sacs plastiques et ils ont scellé la porte, donc on n'a plus le droit de rentrer dans la chambre. Et un dernier point important, c'est le voisinage. On se rend compte que c'est un quartier très riche où toutes les maisons sont grandes, mais n'empêche que les voisins, ils commencent tous à sortir sur le palier pour regarder la police et après ils téléphonent pour essayer de savoir ce qui se passe. Et c'est Martin qui protège sa maman en décrochant le téléphone, parce que c'est un téléphone fixe, donc quand il est décroché, on ne peut plus appeler, en disant que son père donnerait des nouvelles sur le portable. Et c'est comme ça que se termine le chapitre 2. On va résumer le 3e chapitre de Frères de sang. Il y a un policier qui arrive et qui s'appelle Despard. Il est commissaire et il va interroger Martin. D'abord, Martin demande l'autorisation à son père et son père lui dit « Vas-y, tu peux répondre à ces questions ». Donc ils vont dans la chambre et là, il va l'interroger sur différentes personnes qu'a connues son frère Brice. On va refaire la liste ensemble pour pouvoir les retenir si jamais on les retrouve dans les chapitres suivants. Il lui parle de Marie Delcroix. Elle, c'était son amoureuse quand il était plus jeune, mais elle n'a jamais été amoureuse de lui. Au contraire, il lui avait écrit une lettre d'amour et elle l'a lue à toute la classe et tout le monde s'est moqué de lui. Ensuite, il pose des questions sur Juliette Bénicourt. Alors elle, il est resté 1 an avec, donc son frère Brice, quand il avait 17 ans, je pense. Il était très très amoureux d'elle, il voulait tourner des films et qu'elle soit actrice dans ses films. Et donc Juliette a quitté Brice parce qu'elle s'était trouvée un autre amoureux qui s'appelait Mark Stanwyck et qui venait d'Angleterre. Donc il lui a piqué sa petite copine. Ensuite, il parle d'un professeur qui s'appelait Monsieur Lamoureux, avec qui il y avait beaucoup de problèmes, et Brice était en conflit avec ce professeur, et donc Martin, il dit que ce professeur, c'était un taré qui persécutait Brice, et Brice l'avait menacé en lui disant des insultes. Et Mark Stanwyck aussi l'avait menacé en lui disant qu'il allait le tuer. Et un dernier personnage dont on parle, c'est Boris Vanilowski. Et ce Boris Vanilowski, c'est un réalisateur de films que Brice adorait. Il lui a envoyé une cassette d'un film tourné par lui-même et ce réalisateur de film qu'il adorait lui a répondu qu'il avait copié sur un autre film qui existe, qui s'appelle le projet Blair Witch. Et du coup, Boris s'était mis en grande colère parce qu'il l'avait fait inconsciemment, il n'avait pas voulu copier un autre film. Et pour couronner le tout, le commissaire demande à voir le film. Et quand il le regarde, c'est un film d'horreur avec une fille qui est enfermée pendant 1 semaine par un assassin qui la torture avant de la tuer.
Alors le commissaire, il dit, bah dis donc, c'est violent comme film. Et Martin, pour défendre son frère, il dit, vous allez quand même pas dire que les gens qui regardent des films violents ou qui jouent à des jeux violents, etc., deviennent des personnes violentes. Et le commissaire lui répond, c'est toi qui viens de le dire. Et du coup, Martin, il se demande, est-ce qu'il a vraiment aidé son frère ou est-ce qu'il l'a pas plutôt mis dans une situation qui va lui poser problème. Et d'ailleurs, quand il a demandé au commissaire, le commissaire a dit, écoute, moi je fais mon enquête, mais je crois que ton frère, de toute façon, a déjà des problèmes. Donc Martin, il culpabilise un petit peu, il regrette, il se demande si son témoignage ne va pas causer du tort à son frère. Et c'est la fin du chapitre 3. On va résumer le chapitre 4 de Frères de sang. Donc Martin retourne à l'école et c'est très difficile pour lui parce que donc il y a son frère qui est en prison pour 5 meurtres et puis lui il est complètement perturbé, il n'a pas le courage d'aller à l'école et sa maman lui dit c'est pas le moment d'en rajouter, toi tu nous embêtes pas, tu vas à l'école. Donc il était déjà assez perturbé comme ça et en plus pendant le cours d'anglais, il a vu par la fenêtre le commissaire d'Espard qui venait à l'école et qui parlait avec le principal, c'est-à-dire le directeur de l'école. Donc évidemment ça l'a beaucoup angoissé. Quand il est rentré chez lui le midi, heureusement, il y a une femme de ménage qui s'appelle Sophie et ça fait 8 ans qu'elle travaille chez eux. Donc il la connaît depuis très longtemps, vu que lui-même il n'est pas bien grand, 8 ans c'est quasiment la moitié, c'est plus que la moitié de sa vie. Et elle au moins elle l'a un petit peu consolée, elle a beaucoup pleuré, elle lui a dit qu'elle aussi elle s'inquiétait pour Brice et du coup ça l'a un petit peu réconfortée. Et le soir, dans sa famille, tout le monde était inquiet, mais personne ne lui parlait. Il a fini par dire à son père, faudrait quand même que vous m'expliquiez quelque chose. Et d'un coup, son père, il a un petit peu émergé, d'un coup, il a réalisé qu'il lui avait rien expliqué. Et c'est là qu'ils lui ont dit très clairement que son frère, il était accusé de 5 meurtres. Et il a dit, mais qui est-ce qu'il est accusé d'avoir tué? Et là, il y a la liste des victimes, et ça va être les mêmes qu'on avait vus dans le chapitre précédent. C'est Maryl Delcroix, la petite fille qui s'était moquée de lui, Mark Stanwyck, celui qui lui avait piqué son amoureuse, Boris Waniolski, lui c'était le réalisateur qui n'avait pas aimé son film, Christian Lamoureux, c'était le professeur qu'il avait pris comme tête de Turc, et une certaine Juliette Bénicourt. Elle avait disparu, elle était portée disparue depuis 3 mois. Et du coup, Martin, il dit que le monde s'effondre autour de lui. On va lire le chapitre suivant. On va résumer le chapitre 5 de Frères de sang. Donc en fait, le problème de Martin, en plus du fait que son frère soit en prison parce qu'il est accusé de 5 meurtres, c'est aussi que personne ne lui donne d'informations et il dit, contrairement à la télé, on n'a rien pour réfléchir, on n'a que de la peine de savoir que mon frère est en prison. Et donc au bout d'un moment, il n'en peut plus et il dit à sa mère qu'il va absolument aller voir son frère. Normalement, c'était prévu, donc elle dit, bon bah allez, on y va tout de suite. Et quand il se retrouve avec son frère, il commence par faire un petit peu des blagues, bien que son frère ait les yeux très fatigués, le visage très blanc. Et leur mère, elle semble, déjà elle est un peu en dépression, elle prend des médicaments, elle n'est pas très présente pour son fils, et puis elle est vite agacée. Et au bout d'un moment, Brice, il lui dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous laisser que tous les deux? Et quand ils se retrouvent que tous les deux avec Martin, il lui dit, est-ce que toi au moins tu me crois que j'ai tué personne? Et Martin, il dit, bah oui, évidemment. Parce qu'en fait, il y a tellement d'indices contre lui qui dit que même ses parents se mettent à douter. Et en fait, on voit que eux, quand ils étaient petits, ils jouaient à faire des enquêtes. Et ils s'étaient trouvé un nom qui était un mélange de Sherlock Holmes, Columbo, de Mulder dans X-Files. Enfin bon, ils jouaient à faire des enquêtes. Et du coup, ça nous donne un indice qui va certainement essayer de retrouver l'assassin, le vrai, puisqu'il pense que c'est pas son frère. Bref, donc du coup, il lui apprend quelque chose. Il lui apprend qu'il y a quelqu'un qui, avec un couteau, a écrit sur le corps des 5 morts l'adresse où ils vivent, le 16 de la rue Sans Souci ou quelque chose comme ça. Donc en tout cas, ils ont mis son adresse sur le corps des victimes. Ça paraît quand même être un petit peu un indice flagrant. Et du coup, Brice, il demande à Martin... est-ce que toi tu me crois vraiment? Martin lui répond oui, mais qu'est-ce que moi je peux faire? Et il lui dit, bah déjà d'avoir une personne qui me croit vraiment, déjà ça c'est quelque chose. Et le temps de la visite est terminé et ils mettent chacun la main l'un contre l'autre. Évidemment au milieu il y a la vitre du parloir et c'est comme ça que les 2 frères se séparent. On va résumer le chapitre 6. Donc en fait, le jeune Martin, il décide d'appeler l'inspecteur d'Espard parce qu'il a trouvé la carte dans le bureau de ses parents. Mais il dit directement qu'ils vont venir le lendemain.
Et du coup, il n'a pas eu le temps de lui dire quoi que ce soit, mais finalement, il n'avait rien vraiment à lui dire. Seulement, il commence à avoir confiance en cet inspecteur. Il dit ça a l'air d'être quelqu'un d'honnête. Et comme lui, il est persuadé que son frère est innocent, il pense que ce monsieur pourra peut-être l'aider. Donc, il débarque le lendemain à 8 heures en force. Ils sont 10 avec avec des équipements scientifiques et aussi avec une pelleteuse à moteur, c'est-à-dire un gros tracteur pour creuser. Et donc l'inspecteur d'Espard, il monte dans la chambre de Martin, ils continuent à se parler tous les deux, et donc Martin, il est obligé d'avouer qu'effectivement son frère, il joue à des jeux sur Internet où il est un tueur en série. Et on voit que Martin aussi, il s'y connaît un petit peu. Il dit oui, mais les tueurs en série, ils connaissent pas leurs victimes, ils tuent par hasard. Et lui, il dit oui, mais bon, des fois, il y a des exceptions. Et il dit, mais par contre, pourquoi est-ce que mon frère, il aurait écrit son adresse sur le corps des victimes? Faut vraiment être bête, faut vouloir se faire prendre. Et lui, il dit oui, mais alors, parfois, même quasiment toujours, les tueurs en série, ils aiment jouer avec le feu et signer leurs crimes. Ils aiment bien vivre dangereusement. Et donc le commissaire d'Espard, il se rend compte quand même que Martin et son frère, ils étaient quand même dans un monde où ils aimaient bien les jeux vidéo avec des meurtres, ils aimaient bien les films avec des morts, etc. Et ça joue pas vraiment pour eux. Et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit on a trouvé. Et lui, il voit par la fenêtre qu'ils sont en train de creuser dans le jardin. Il y a un ruban jaune autour, les voisins qui viennent s'agglutiner. Et il comprend tout de suite qu'ils sont en train de déterrer le corps de Juliette qui avait disparu. Et c'est la fin du chapitre 6. On va résumer le chapitre 7 de Frères de sang. Alors, la police est partie et Martin se retrouve seul chez lui. Donc, ils ont trouvé le corps d'une fille enterrée dans le jardin. Ils ont tout massacré dans le jardin et il a entendu un hurlement terrible et il a mis du temps à se rendre compte qu'en fait, c'était sa mère qui hurlait. Son père, il va pas beaucoup mieux, il pleure, il va vers lui, il le prend dans ses bras et il pleure sans parler. Et Martin, il a vraiment l'impression que pour la première fois de sa vie, il sait vraiment ce que c'est le malheur. En plus, ils ont des voisins ou en tout cas des gens qui les connaissent qui commencent à leur faire peur au téléphone, à les critiquer ou à faire des mauvaises plaisanteries. Donc, ils sont vraiment très inquiets dans la famille. Mais Martin, il dit qu'il continue à croire que son frère est innocent, parce que le seul rayon de soleil qu'il y a dans toute cette horreur qui se passe, c'est de continuer à croire en l'innocence de son frère. Son père, lui, il se demande qu'est-ce qu'ils ont mal fait pour que leur fils devienne un tueur. Mais ça fait beaucoup de peine à Martin, parce qu'il se rend compte que son père, il croit vraiment que Brice est un tueur. Il a un copain qui lui téléphone, qui s'appelle Benoît, et ils devaient jouer un match ce week-end de tennis ensemble. Donc Ben l'appelle et lui dit bah écoute tu me raconteras pendant le match et Martin il lui dit bah je pourrais pas venir au match et son copain est très très déçu parce que c'est un match important et en plus Martin lui raccroche au nez. Donc on a l'impression qu'il risque de pas beaucoup garder ses amis s'il réagit comme ça. Fin du résumé du chapitre 7. On va résumer le chapitre 8 de Frères de sang. Donc déjà le lundi, quand il retourne au collège, il essuie beaucoup d'insultes et de propos agressifs de la part des autres enfants. Il y a même son copain Benoît qui se bat avec quelqu'un parce que, alors Benoît il est tout petit, tout maigre, mais il défend son copain parce qu'il y a quelqu'un qui a craché par terre quand il est passé à côté d'eux. Donc leur équipe de tennis a perdu, mais Benoît il semble quand même rester solidaire avec Martin. Les profs le regardent bizarrement et il se rend compte qu'en fait, Monsieur Lamoureux, le prof qui a été tué, tout le monde pense que c'est par Brice et que du coup, les profs, ça les fait un peu, pas flipper, mais bon, quand même, ils se rendent compte que c'est le frère de celui qui pense être l'assassin de leur collègue. Il dit qu'il y a quelques rares personnes qui lui ont dit un mot gentil et qui lui ont dit «Est-ce que ça va? Bon courage pour toi», mais pas grand monde. Ensuite, quand il rentre à la maison, il y a André qui est là. On se rappelle que André, c'est l'ami avocat du père. Et André, en fait, il dit que il faut plaider coupable. Ça veut dire qu'il faut dire devant la justice que c'est bien Brice qui a commis les meurtres. Et ensuite, ils vont essayer de le faire passer pour fou pour qu'il se retrouve en hôpital psychiatrique. Et que, d'après eux, sinon, il passerait toute sa vie en prison. Mais Martin, il refuse d'accepter qu'on considère que son frère est coupable parce que lui, il y croit pas et il est très fâché que toute sa famille et même leur avocat, ils pensent que Brice est coupable. Donc pour lui faire, d'après eux, admettre la vérité, ils lui font voir une vidéo où on voit Brice qui rentre dans l'immeuble de Monsieur Lamoureux, qui est filmé par la caméra, parce qu'à côté il y a une banque, donc il y a une caméra sur sa porte. Et en fait, donc on voit que le jour du meurtre, il y a quelqu'un qu'on pense être Brice parce que c'est ses habits, c'est sa taille, c'est sa démarche, c'est tout lui qui est rentré dans l'immeuble.
Et donc même en voyant ça, Martin, il dit: «Même si on me donne la preuve que c'est mon frère, j'y crois pas, je crois que mon frère est encore innocent» et il dit: «Cette nuit-là, je me suis rappelé de ma promesse, j'avais dit que j'allais sortir mon frère de cette prison». Fin du résumé du chapitre 8. Résumé du chapitre 9 de Frères de sang de Michael Olivier aux éditions Thierry Magnier. Donc Martin ne va plus à l'école, il est tout seul à la maison et il cherche désespérément comment faire sortir son frère de prison. Le problème, c'est qu'il n'a aucune info sur les circonstances du meurtre. Alors il est en train un peu de se demander ce qu'il va pouvoir faire. Il se dit qu'il ne peut pas demander à André l'avocat parce que sinon il va en parler avec ses parents et il veut pas que ses parents sachent que lui il veut faire une enquête. Il pourrait en parler au commissaire, mais bon, il se dit que le commissaire, c'est pas non plus une bonne idée parce que ce serait comme de lui dire je suis un gamin, mais c'est moi qui vais vous apprendre comment il faut faire une enquête. Et il est en train de faire un petit tour en vélo en réfléchissant dans son quartier quand il voit, donc en fait il habite dans un domaine de sans souci. C'est un genre de lotissement dans lequel il y a des barrières tout autour et il y a des gardes. C'est des quartiers comme ça un peu chics dans lesquels on surveille les entrées, les sorties. Et donc du coup, grâce à ça, il n'y a pas de journaliste qui approche de sa maison. Donc c'est le bon côté pour lui. C'est un petit peu un monde ultra protégé, quoi. Et donc il voit des journalistes qui sont à la porte et il dit, il va en voir un qui est un peu à l'écart, qui est sur une moto et il lui dit: «Je vais vous proposer un marché. Si vous m'apportez des infos sur le meurtre, moi je vous ferai une interview exclusive». Et alors du coup le stagiaire il dit: «Bah je sais pas, moi je suis que stagiaire et tout». Mais bon il accepte finalement, il dit: «J'ai pas beaucoup d'infos, mais je vais essayer d'en trouver». Et donc il lui donne rendez-vous le lendemain à la même heure et le journaliste lui apporte effectivement un dossier de 10 pages avec pas mal d'informations. Et le journaliste lui dit: «OK, donc on va pouvoir faire l'interview» et lui il prend le dossier et il s'en va sur son vélo à toute vitesse et il plante le journaliste ici. Et il dit: «C'est bien fait pour eux parce que dans le titre de leur journal, ils ont dit que son frère était un monstre». Donc il rentre chez lui avec le dossier et puis pour un petit peu partager toutes ces émotions qu'il a vécues ces derniers jours, il veut appeler son copain Benoît. Mais quand il appelle Benoît, c'est sa mère qui décroche et elle dit qu'il n'est pas là. Alors lui, il insiste parce qu'il sait que sa mère, elle ment. En fait, c'est une heure où il est tout le temps à la maison. Et il a fini par laisser tomber, agacé, et il s'est replongé dans le dossier pour essayer de réfléchir comment faire innocenter son frère. Et voilà, fin du résumé du chapitre 9. On va résumer le chapitre 10 de Frères de sang. Alors Martin, il continue à chercher comment il peut prouver que son frère Brice est innocent, que ce n'est pas un tueur en série. Donc il commence déjà par fouiller dans l'ordinateur de son frère. Mais malheureusement, chaque fois qu'il y a eu des meurtres, son frère, il était dans la même ville au même moment. Il y a même un moment où il y a un meurtre qui a eu lieu à Grenoble, donc c'est loin de Paris, et c'était pile quand lui, il était à Grenoble chez sa mamie. Donc Martin, il appelle sa grand-mère, elle est fâchée avec sa mère. Donc sa mère et sa grand-mère se parlent plus. Et sa grand-mère, elle adore ses deux petits-fils. Et elle dit elle croit tout à fait que son frère est innocent. Par contre, ça s'est passé à minuit et elle dit: tu sais, ton frère, il est grand. Il a je sais pas quel âge, ce frère, il a autour d'une vingtaine d'années. Elle dit: je surveille pas ce qu'il fait de ses nuits. Mais en tout cas, elle croit tout à fait que son frère est innocent. Et elle dit même à Martin que elle est quand même contente que lui, il essaye de mener l'enquête parce qu'il a confié ce secret à sa grand-mère. Il lui a dit qu'il était en train de mener une enquête. En tout cas, Martin, il continue à penser que quand on croit qu'une personne est innocente, on voit les choses sous cet angle. Mais quand on croit qu'il est coupable, alors on voit tout ce qui prouve toujours qu'il est coupable. Et d'un coup, il repense à la fille qui a été trouvée morte dans le jardin. Et il se dit, elle a été tuée il y a 3 mois. Et il se rappelle qu'il y a 3 mois, justement, il y a des roses qui ont été plantées dans le jardin, un massif de rosiers. Et du coup, il se dit, bah, c'est peut-être quelqu'un qui est venu avec l'équipe des jardiniers. Et il est content parce que maintenant, il a une piste. Il est tellement content qu'il appelle le commissaire d'Espard. Et après, il se dit que c'est une mauvaise idée, il raccroche, mais le commissaire le rappelle et il lui demande simplement: est-ce que vous n'avez pas de nouvelles? Il a changé d'avis, il veut plus lui dire qu'il faut fouiller du côté des jardiniers. Et puis le capitaine, il dit: bah, si j'avais des nouvelles, je pourrais pas te les dire. Déjà, je t'ai dit beaucoup trop de choses. Et il lui demande: mais pourquoi vous m'avez dit plein d'indices sur l'enquête alors que normalement, vous n'avez pas le droit?
Et il a dit: «Parce que moi, je suis quelqu'un de sincère et j'essaye de faire les choses bien». Il dit: «Mon travail, c'est d'arrêter les criminels et je t'ai dit que je pense que ton frère est criminel. Mais par contre, toi et ta famille, vous avez rien fait et si avec quelques mots, je peux vous permettre d'être moins malheureux, eh ben, je suis content de pouvoir le faire». Donc on voit que Martin, il trouve quand même que le commissaire d'Espars a l'air d'être quelqu'un de bien. Et c'est comme ça que se termine le chapitre 10. On va résumer le chapitre 11 de Frères de sang. Donc Martin, il pense que parmi les gens qui ont planté le massif de rosiers, il y a quelqu'un qui n'était pas un vrai jardinier, mais qui a enterré le corps de Juliette. Donc il veut repartir à leur recherche, et pour ça, il rentre dans le bureau de son père, et il fouille parmi les papiers pour trouver la facture du service de jardinier qui a planté le massif de roses. On se rappelle que le massif de roses, il a été planté au même moment que l'époque où Juliette a été tuée. Donc il finit par trouver le papier dans le bureau de son père, et à ce moment-là, il y a son père qui rentre. Mais son père, il est tellement déprimé, il est tellement à côté de ses pompes, qu'il ne se rend même pas compte que son fils est en train de piquer un papier dans le bureau, et il lui demande rien du tout, et il ressort. Et en fait, tout le chapitre, ça va être comme ça. Il va faire des choses interdites et des choses quand même un peu dangereuses et illégales, et personne ne va jamais l'attraper. Ensuite, il va donc à l'adresse du service jardinier qui a planté le massif de roses, et il voit qu'il y a une secrétaire qui est dans le bureau, et il se demande qu'est-ce qu'il va pouvoir lui demander pour pouvoir savoir qui est-ce qui est venu sur place pour planter le massif de roses. Il trouve pas d'idée, il rentre dans le bureau, et au moment où il rentre, elle est sortie. Et comme il est tout seul, il sait pas quoi faire, il réfléchit, il peut pas fouiller le placard ou fouiller l'ordinateur parce que ça prendra trop de temps. À ce moment-là, il entend la chasse d'eau, donc elle va revenir, la secrétaire, et lui, il voit qu'il y a un pic avec plein de clés accrochées, il vole la clé, donc une des clés des jardiniers pour rentrer dans le bureau de jardin service. Il rentre chez lui, et dans la soirée, ses parents, ils sont tous les deux, sa mère, elle prend des calmants, c'est des médicaments pour la faire dormir, parce qu'elle est déprimée, son père, il est devant la télé, mais il est complètement déprimé aussi, donc il sort et il prend son vélo et personne ne l'entend sortir. Il arrive en pleine nuit devant l'immeuble où il y a le service de jardinier, et là, tout est éteint, il n'y a vraiment personne. Il dit s'il y avait eu juste une fenêtre allumée, il ne serait pas entré, parce qu'il se serait dit c'est dangereux, il y a quelqu'un, mais là, il n'y a même pas une fenêtre allumée. Donc il rentre, et là, il trouve toutes les informations qu'il veut, et tout est bien rangé, donc il va sur le dossier pour son massif de fleurs, et il prend des photocopies, parce qu'il y a même la photocopieuse qui est allumée à côté de lui. Il prend des photocopies de toutes les personnes qui ont travaillé pour la plantation de ce massif de roses, et il rentre chez lui avec toutes les informations. Et c'est comme ça que se finit ce chapitre. On va résumer le chapitre 12 du livre Frères de sang. Donc, Martin, il a trouvé la liste des jardiniers qu'il a été volé, on se rappelle au chapitre précédent, il a été volé ça dans le secrétariat du truc jardinier service, de l'entreprise jardinier service. Et donc il se retrouve avec toutes les fiches de contact, mais il ne sait pas trop quoi en faire. Alors il se demande ce qu'il va bien pouvoir faire, et puis il lui vient une idée, c'est de demander à sa mamie de les appeler pour essayer d'avoir plus d'infos. Donc sa mamie, au début, elle lui demande de laisser faire le travail par l'inspecteur d'Espars, mais elle se trompe à chaque fois, elle l'appelle l'inspecteur Tétard. Bon, sa mamie, elle est un petit peu rigolote, elle adore Internet, elle répond un petit peu n'importe quoi, mais au moins, elle croit tout à fait que Brice est innocent. Et donc, il insiste et il lui dit qu'en fait, il voudrait qu'elle appelle elle-même les 4 personnes pour voir un petit peu si ce sont des coupables potentiels ou pas. En fait, ils en appellent que 2, parce qu'il y en a 2 qui sont intérimaires, et il se dit que ça doit pas être quand même quelqu'un qui travaille à temps plein tout le temps sur un travail fixe, qui va aller faire un meurtre sur son lieu de travail, parce que ce sera trop facile de le retrouver. Donc elle appelle les 2 intérimaires, il y en a un qui décroche, et elle dit qu'il n'a pas l'air suspect, parce que tout de suite, il répond aux questions. Et il dit effectivement que son collègue, c'était un petit jeune de 20 ans, qui était travailleur, mais qui connaissait rien au jardin, et qui avait l'air un peu bizarre. Donc du coup, elle parle de l'autre, et l'autre, elle n'a pas réussi à le joindre parce que tout est faux dans sa fiche. Il a donné un faux numéro de téléphone, une fausse adresse, et il s'est fait embaucher comme ça en remplissant n'importe quoi sur sa fiche. Donc du coup, Martin, il a de forts soupçons sur ce garçon. Et ce garçon, il s'appelle Loïc Lascan. Et il commence à regarder dans la ville s'il y a d'autres Loïc Lascan qui habitent à Nanterre, et c'est la fin de ce chapitre. On va résumer le chapitre 13 de Frères de sang de Michael Olivier.
Donc dans ce chapitre, le jeune Martin, il va interroger tous les lascans qu'il trouve dans l'annuaire. Et il y en a 3. Le premier, c'est un très vieux monsieur. Il a même du mal à marcher. Il dit qu'il se demande même si cet homme-là est capable de fermer ses lacets, enfin de nouer ses lacets. Donc c'est pas certain qu'il soit capable de trimballer un cadavre. Et donc il va le voir, il essaye de lui parler et il dit que quand il tourne la tête, on a l'impression que ses os craquent tellement il est vieux. Donc il essaye quand même d'aller l'interroger, pas pour savoir si c'est lui Loïc Lascan, mais en lui demandant s'il connaît Loïc. Et comme l'autre il n'entend rien, il insiste, votre petit-fils Loïc, il improvise. Et puis finalement le monsieur il dit mais non, moi j'ai un fils qui s'appelait Jean, et puis j'en ai un autre qui s'appelle Michel, mais j'ai jamais eu de petit-fils qui s'appelait Loïc. Donc c'est une fausse piste, il passe au suivant. Le suivant c'est Christophe Lascan. Alors lui, il trouve qu'il a une bonne tête de tueur parce qu'il est grand, il est costaud, il a les cheveux teints en jaune, coupés en brosse, il a une grosse mâchoire et des petits yeux. Il se dit, lui, il a une bonne tête de tueur. Donc il le suit dans la rue et il rentre dans un commissariat de police. Et il sort 10 minutes plus tard du même commissariat avec des habits de policier. Donc il dit, c'est pas impossible qu'un policier soit un tueur, hein, on a déjà eu des cas. Il dit, mais enfin si c'est le cas, on est mal barré pour mener l'enquête. Et donc ensuite, il passe au suivant. C'est une dame qui s'appelle Nicole Lascan. Donc elle habite dans un immeuble qui est vraiment tout pourri. L'adresse, ça le ramène dans un endroit où ça sent le pipi dans l'entrée, il y a une vitre qui est cassée, il y a des tags sur les murs, enfin ça fait vraiment, un immeuble misérable, quoi. Et donc, ils ne trouvent pas de Nicole sur les noms dans les boîtes aux lettres, mais il y a une dame, qui est une grosse dame, qui habite à côté et qui ouvre la porte et qui cherche à parler. Elle a l'air d'être un petit peu une commère qui se mêle beaucoup de la vie des gens, mais bon, en même temps, le bon côté, c'est qu'elle va lui donner beaucoup d'informations. Et donc, en fait, elle raconte que Nicole, c'est une dame qui habitait ici, mais qui est partie il y a 5 mois. Et elle habitait avec son fils. Enfin, elle est partie, oui, il y a 5 mois, mais ça fait 8 mois que le loyer n'était plus payé. Et elle est partie avec son fils, qui s'appelait effectivement Loïc. Et donc, elle parle en faisant un peu des ragots, mais on comprend qu'en fait, elle avait des gros problèmes d'alcoolisme, que c'est une femme qui a été institutrice, mais ça faisait déjà 10 ans qu'elle travaillait plus. Et que son fils, c'est lui qui s'occupait de tout, c'est lui qui s'occupait d'elle, de la soigner, de la gérer quand elle faisait des crises, et il a même dû travailler pour lui-même rapporter de l'argent à la maison, et puis finalement c'était plus possible, c'était pas une vie, donc elle a fini par être internée, et c'est son fils aussi qui lui a trouvé une place dans une institution, qui est apparemment un genre d'hôpital psychiatrique pour les gens qui ont des hauts potentiels, qui sont intelligents mais qui ont un problème psychiatrique. Et donc le chapitre, il se termine et Martin, il dit, ce ne sera pas la première fois qu'on voit des tueurs qui ont eu des vies vraiment pourries avant de devenir des tueurs. Ah, et il y a un petit indice, si vous êtes en train de mener l'enquête en même temps que vous lisez, qui était dans le chapitre, il dit à un moment, ah, j'ai cru que vous étiez de sa famille parce que vous lui ressemblez à Loïc. Et Martin, il dit, non, non, je ne suis pas de sa famille, je suis juste un ami. Et c'est la fin du résumé du chapitre 13. Donc on va résumer le chapitre 14 de Frères de sang. Dans ce chapitre, il va à l'Institut Jacques Duval. Donc c'est l'hôpital psychiatrique où est enfermée la dame qui n'habite plus à l'adresse, donc la mère de Loïc. Il commence par rencontrer une femme dans la rue qui justement va à l'institut, qui est complètement folle, qui lui parle en anglais et qui se prend pour sa prof. Ensuite, il arrive à l'hôpital et là, il tombe sur une infirmière. L'infirmière lui explique que donc Nicole, la mère de Loïc, elle est schizoparanoïde. Ce qui, d'après elle, signifie à la fois schizophrène et paranoïaque. En fait, au début, elle a pris Martin pour Loïc, parce qu'elle a dit qu'ils se ressemblaient énormément. Martin, il a dit qu'il n'était pas de la famille, mais un ami. Et donc, ils ont sympathisé, elle l'a accompagné jusqu'à l'entrée du bâtiment. Ensuite, il entre tout seul. À chaque porte, il voit des gens à l'intérieur qui sont très effrayants, quelqu'un qui dort mais qui ouvre les yeux quand il arrive, une dame qui se tape la tête contre le mur, et il finit par arriver à la porte 7, qui est la chambre de Nicole, la mère de Loïc. Et donc c'est pareil, il est très, il a très peur quand il entre, elle répond pas quand il toque, il avance tout doucement, et il la voit petit morceau par petit morceau, et à la fin, il voit que c'est une très belle femme qui est endormie. Il s'apprête à faire demi-tour, mais d'un coup, elle lui dit « Entre, mon chéri », elle le prend pour Loïc, en fait. Et elle lui dit « Je dors pas, approche-toi de moi ». Et le chapitre se finit comme ça. Donc on va résumer le chapitre 15 du livre Frères de sang. Donc Martin, il se retrouve dans la chambre avec Nicole Lascan, la mère de Loïc, et il trouve que c'est vraiment une très belle femme, très gentille, et il est comme hypnotisé par sa voix, et elle lui dit « Approche, donne-moi ta main », etc.
Et lui, il finit par se demander s'il n'a pas fait une erreur, parce que finalement, c'est pas parce que sa mère est en hôpital psychiatrique que ce garçon est forcément un tueur en série. Et donc il lui dit non, enfin, il s'approche pas tout de suite et d'un coup son regard et sa voix commencent à changer. Il lui parle très méchamment et elle lui dit t'as les yeux d'un lemonnier. Donc il s'enfuit en courant et puis il se demande quand même comment Madame Lascan peut le connaître et connaître sa famille alors que lui ne l'a jamais vu. Et l'après-midi directement il a rendez-vous dans le bureau du proviseur avec son père. Alors là, en fait, le problème, c'est que Martin peut plus vraiment aller à l'école parce qu'il y a des enfants qui l'insultent, il a plein de problèmes. Et le principal, Monsieur Boisseau, il défend pas du tout Martin. Du coup, son père, il s'énerve et le principal, il dit en gros que c'est sa faute, c'est sa présence qui excite les autres. Et son père dit évidemment que c'est le travail du principal de faire en sorte que son fils ne soit pas harcelé à l'école. Mais comme son père crie, il dit que c'est son père qui passe pour un fou dans cette conversation. Alors qu'en réalité, c'est quand même lui qui a raison, parce que même si Brice était coupable, Martin, il y serait pour rien. Et du coup, le chapitre se termine comme ça, mais il dit quand même à la fin, même si mon frère est innocenté, dans l'esprit de tous ces gens, il restera quand même toujours quelque chose. Il y a quelque chose de l'ordre du mal est fait. Je vais juste très exceptionnellement donner un avis personnel sur quelque chose, parce que il se trouve que moi, je travaille dans la santé mentale, c'est-à-dire je travaille en psychiatrie, et une grosse part de notre travail, c'est de déstigmatiser, de faire perdre un petit peu les idées toutes faites qu'on a sur des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Du coup, je suis un petit peu déçue par ce qui est dit dans ce livre. La schizophrénie, c'est pas changer comme ça d'un coup de personnalité, passer de gentil à méchant. Il y a toutes sortes de publics qui se trouvent en hôpital psychiatrique et qui a besoin de soins. L'immense majorité des gens sont inoffensifs et souvent sont beaucoup plus timides et repliés sur eux-mêmes, ne vont pas aborder les gamins dans la rue en leur donnant des leçons d'anglais. Après, je comprends que l'auteur a peut-être besoin de personnages hauts en couleur pour son récit, mais je voulais quand même faire ce tout petit rappel. La maladie mentale, ça ne fait pas des gens des tueurs, c'est juste des gens qui sont malades et qui ont besoin de soins, justement d'attention, d'indulgence et de bienveillance, et les cas dangereux, ce sont des très rares exceptions. Fin de l'aparté et fin aussi du résumé du chapitre 15. Résumé du chapitre 16 de Frères de sang. Donc Martin, il est parti le samedi matin en disant à ses parents qu'il allait à un match de tennis, mais en réalité, il a été à l'hôpital psychiatrique pour essayer de trouver Loïc Lascan. Il ne le connaît pas, donc il ne sait pas à quoi il ressemble, et il hésite un peu, mais il n'y a pas grand monde. Et finalement, en fin de matinée, il y a quelqu'un qui lui ressemble, enfin qui ressemble surtout à son frère, qui ressemble à Brice comme deux gouttes d'eau. C'est le fameux Loïc Lascan. Donc il reste dehors à attendre, il n'a surtout pas envie de rentrer à l'intérieur parce qu'il a beaucoup trop peur de Nicole. Et Loïc Lascan ressort et il se met à le poursuivre. Donc, enfin plutôt à le suivre en filature plutôt que le poursuivre. Donc il se cache et il le suit de loin en loin. Il prend un métro, il sort et à la fin il escalade un talus, il se retrouve dans des friches et puis il y a une clairière et là dans la clairière il se rend compte que le fameux Loïc Lascan il habite dans une caravane toute pourrie au milieu des bois dans les friches parisiennes. Donc là il se dit que ça doit vraiment être le repère d'un tueur en série et Loïc Lascan ressort de la caravane, cache la clé sous un bidon et repart. Donc Martin, il reste un moment caché dans les buissons. Il a très peur quand Loïc passe à côté de lui, mais il ne le voit pas. Et au bout d'un long moment, il finit par sortir du buisson et décider d'aller voir ce qu'il y a à l'intérieur de la caravane. Et là, il dit qu'il a fait une très grosse erreur, qu'il n'aurait jamais dû y aller, parce qu'il va voir à l'intérieur quelque chose d'horrible, et on ne sait pas encore quoi, on va voir dans le prochain chapitre. Résumé du chapitre 17 du livre Frères de sang. Alors là, c'est l'apogée du suspense. Donc Martin entre dans la caravane et l'intérieur de la caravane, c'est un vrai musée. Il y a des photos de sa famille absolument partout. Des vieilles photos de quand il était petit, que en fait Loïc Lascan est rentré voler dans la maison. Et des photos plus récentes qu'il a pris lui-même. Apparemment, ça fait 3-4 ans qu'il espionne la famille. Et il dit qu'il y a des photos de son frère, il y a des photos de ses parents, mais il y a surtout beaucoup de photos de Brice, son frère. Il y a même une photo du jour où on leur a offert un petit chien. Et il aimait bien ce chien qui s'appelait Monsieur Ripley. Et à un moment, il se retourne et il voit ce chien qui est empaillé dans la caravane. En fait, ils pensaient que leur chien s'était enfui, mais en réalité, le chien, il a disparu parce que c'est Loïc Lascan qui l'a kidnappé et qui l'a tué, fait empailler. Il y a même une photo récente de Juliette, c'était l'amoureuse de son frère quand
Il était jeune, que Martin aussi trouvait très jolie, qui a grandi, parce que ça fait des années qu'il ne l'avait pas vue, qui était devenue une belle femme avant qu'il la tue en fait. Et donc il est complètement choqué de tout ce qu'il voit, il décide de sortir, il s'approche de la porte de la caravane, et là il voit que la porte de la caravane, elle est remplie de photos de lui. Et il y a des photos qui ont quelques jours, il y a une photo qui date de 4 jours, quand il avait été dans le magasin de jardinier service, il y a des photos de lui en train de rentrer dans l'immeuble. Il y a aussi des photos de lui quand il était dans la cour avec l'infirmière de l'institut psychiatrique. Et il se dit, en fait, je croyais que j'étais en train de le traquer, mais c'est lui qui me traquait. Parce que lui, il a suivi chaque pas de l'enquête et en fait, depuis le début, il suit Martin qui l'espionne. Puis il bloque sur une photo qui est faite avec un Polaroid. Un Polaroid, c'est un appareil photo instantané qui sort des cadres photos direct, enfin des photos directement. Et en fait, cette photo, elle a été prise au milieu des branches. Et il essaye de bien regarder, donc c'est pris de loin, et au milieu des branches, il voit une silhouette qui descend un talus. Et en fait, il s'approche et il réalise que c'est la photo de lui en train d'arriver à la caravane. La photo, elle a moins d'1 quart d'heure, donc en fait, Loïc, il sait qu'il est là. Donc il essaye de sortir rapidement de la caravane, il attrape la poignée, mais à ce moment-là, la porte, elle s'ouvre toute seule, et en face de lui, il y a Loïc Lascan qui prend une photo, donc il se prend le flash en plein dans les yeux, et il lui dit « Salut petit frère ». Donc ils sont tous les deux face à face. Martin est dans la caravane et en face de lui, il y a Loïc Lascan. Et on va sûrement savoir pourquoi ils ont un air de famille aussi dans le prochain chapitre. On va résumer le chapitre 18 du livre Frères de sang. Donc on s'est arrêté au chapitre précédent quand Loïc Lascan ouvrait la porte de la caravane et tombait sur Martin, qui était à l'intérieur en train de fouiller. Il l'a pris en photo et il a été ébloui par le flash. Donc il dit qu'apparemment ça a dû lui tourner la tête parce qu'il s'est retrouvé par terre. Il s'est certainement cogné le dos, même s'il s'en rappelle pas, et Loïc Lascan est devant lui et il lui tend la main pour l'aider à se relever. Et il lui dit qu'il est quand même malin d'avoir réussi à le retrouver, qu'il était assez rapide et qu'il peut être fier de Locombo. Locombo, on se rappelle, c'est le personnage qu'ils avaient inventé à l'époque, lui et son frère, qui était un mélange de Sherlock Holmes, Colombo et je sais plus qui, un troisième. Donc en fait, il lui dit, bah écoute, je crois que tu as compris. Et il dit, j'ai compris quoi? J'ai compris que c'est toi le tueur. Il dit non, tu as compris autre chose. Et en fait, ce qu'il doit avoir compris, c'est que ils ont un père commun. C'est le père de Martin qui a eu un enfant avec une autre femme. Il dit, je sais que tu as compris, mais tu voulais pas te l'avouer. Et lui, il dit qu'effectivement, c'est le cas. Il avait compris dès qu'il a vu sa mère, mais effectivement, il n'osait pas se l'avouer. Et donc, il se met à le ligoter. Il commence par les pieds, après, il lui attache les bras avec un gros scotch noir et il lui bâillonne la bouche, il lui met un chiffon dans la bouche et il lui scotche la bouche. Et en même temps qu'il fait tout ça, il lui raconte un petit peu sa vie. Donc, Martin, déjà, il se défend pas parce que il sait que Loïc Lascan est plus fort que lui. Et en plus, il a hyper peur et il veut pas non plus le brusquer parce qu'il dit s'il l'énerve, il a peur que l'autre le tue. Donc en même temps qu'il le ligote, il raconte un petit peu tout ce qu'il a vécu. Et en fait, Loïc Lascan, quand sa mère elle est tombée enceinte de lui, elle l'a dit donc à son père, qui est un grand chirurgien, et lui, il était marié donc depuis 3 mois, et il n'a plus jamais donné de nouvelles. Alors, la mère de Brice, elle a commencé à être très très triste, et elle a élevé son fils toute sa vie en étant toujours très malheureuse. Elle a changé 12 fois de travail parce qu'elle n'arrivait pas à tenir un job, et ils ont déménagé 6 fois, à chaque fois pour des endroits plus misérables, plus laids. Non, en fait, ils ont déménagé 12 fois et lui, il a changé 6 fois d'école parce que sa mère ne pouvait jamais tenir un travail. Et il s'est mis à les espionner. Et il dit, eux, ils avaient tout le bonheur alors que Loïc Lascan et sa mère, ils avaient que des malheurs. Donc il y en a qui avaient la belle vie, une vie assez luxueuse, alors que lui, il vivait dans la pauvreté avec sa mère. En plus, quand elle buvait des fois, donc elle pleurait longtemps. Quand elle avait fini de pleurer, elle buvait. Quand elle buvait, elle devenait violente, alors elle criait, les voisins tapaient dans les murs, etc. Donc en fait, depuis sa naissance, il a connu que des misères avec sa mère qui était terriblement malheureuse et qui parlait sans arrêt de son père. Il dit qu'il a même hésité à aller chez eux, à sonner à la porte, mais il a eu peur d'être repoussé comme un vendeur de tapis. Donc ensuite, son téléphone sonne. Il regarde, c'est un texto de leur mamie qui demande où est-ce qu'ils en sont avec la piste de Loïc Lascan. Et lui, il fait une blague, on voit quand même qu'il s'amuse en même temps qu'il fait du mal à Martin. Il écrit à sa grand-mère « Adieu ». Et après, le téléphone sonne encore et c'est son père.
Il dit, bah écoute, je vais aller lui rendre visite. Il dit, finalement, je vais pas te tuer, je vais te laisser là, je vais d'abord tuer tes parents et te rapporter une photo, et toi, je te garde pour le dessert. Et il quitte la caravane en l'enfermant à l'intérieur et ligoté. Frères de sang, résumé du chapitre 19. Donc Martin se réveille, il est attaché dans la caravane, il a mal à la joue parce que Loïc Lascan, qui est en fait son demi-frère, ils ont le même père, lui a entaillé la joue pour lui faire une cicatrice comme lui. Et il dit que finalement, le plus douloureux, c'est pas d'avoir la joue coupée, c'est de se dire, c'est plutôt psychologique, c'est de se dire que ses parents vont être tués. Parce qu'il est parti en disant qu'il allait tuer ses parents et qu'il reviendrait le tuer après. Donc évidemment, Martin, il est terrorisé. Et la grosse surprise, la porte de la caravane s'ouvre et c'est le commissaire Despard qui arrive. Il essaye de lui enlever le scotch, mais c'est pas facile. Et dès qu'il lui enlève le scotch de la bouche, Martin, il dit vite, il faut aller protéger mes parents parce qu'il est parti pour les tuer. Donc le commissaire Despard lui dit, t'inquiète pas, ta maison elle est déjà sous surveillance, mais on va y aller tout de suite. Et ils se mettent en route. Donc le commissaire Despard, il met le gyrophare et il se met à rouler à toute vitesse. Et en même temps qu'il roule super vite, il parle. Mais ça fait quand même peur à Martin parce que le commissaire, il roule vraiment à toute vitesse et il fait des trucs vraiment dangereux pour essayer d'arriver à temps. Et en fait, tout en roulant à toute vitesse, il explique à Martin que en fait, c'est grâce à lui qu'il a commencé à suivre la piste de Loïc Lascan. Parce que quand il a vu à quel point il tenait à prouver que son frère était innocent, il s'est dit peut-être que Martin a raison. Et il dit aussi que finalement les policiers ils ont des techniques pour savoir si quelqu'un est le tueur ou pas. Et finalement, son frère, Brice, il répondait pas comme un tueur. Alors il y a quand même une question que Martin pose, c'est pourquoi est-ce que Loïc Lascan, il s'est fait enregistrer sous son vrai nom à Jardin Service? Et il a répondu, le commissaire Despard, c'est parce que ça finissait par l'ennuyer de réussir à tuer les gens et de jamais avoir de reconnaissance finalement. Il trouvait ça un petit peu lassant et il a donné son nom pour peut-être inconsciemment qu'on remonte jusqu'à lui. Et puis ils finissent par arriver devant la maison. Il dit à Martin de rester dans la voiture et il comprend pas pourquoi ses collègues ne répondent pas à la radio dans la voiture. Et quand il arrive à la voiture, il fait demi-tour et il demande à Martin de sortir et de rester avec lui, mais de rester bien derrière parce qu'il veut pas le laisser tout seul dans la voiture. Et quand Martin dépasse la voiture, il voit qu'à l'intérieur, le policier qui était en train de surveiller la maison s'est fait couper la tête, il lui a tranché la gorge. Et il y a du sang partout, et c'est la fin du résumé du chapitre 19. On va résumer le chapitre 20 du livre Frères de sang de Michael Olivier. Donc, ils sont tous les deux devant l'entrée de la maison. Il y a Martin et le commissaire Despard. À côté d'eux, il y a la voiture dans laquelle un policier a été égorgé. Et ils constatent que le lampadaire est cassé, il n'y a plus de lumière dans la rue et la maison est également éteinte. Donc Loïc et le commissaire Despard rentrent à l'intérieur de la maison et le commissaire Despard demande à Loïc de tester et il constate qu'en fait toute l'électricité a été coupée dans le quartier, il n'y a plus d'électricité dans la maison. Donc il commence à s'inquiéter fortement, le commissaire Despard, et il demande à Martin d'aller chercher la lampe torche qui est dans la voiture. Alors Martin, il veut pas y aller parce qu'il a peur et qu'il préférerait rester quand même près du commissaire. Mais le commissaire, il est un peu brusque, il l'engueule et lui dit « Vas-y, bouge-toi, va me chercher la lampe ». Donc il y va quand même, il fait un grand détour parce qu'il veut pas passer à côté de la voiture dans laquelle il y a le policier qui s'est fait égorger parce qu'il a jamais vu un vrai mort et qu'il dit qu'il va s'en rappeler longtemps et certainement toute sa vie. Et il finit par aller chercher la lampe de poche dans la voiture de police. C'est une grosse lampe très lourde, comme dans les films américains. Il revient dans la maison et là, il voit personne. Alors il commence à s'inquiéter et puis il entend les bruits d'une bagarre dans la cuisine. Donc il se précipite avec sa lampe de poche. Quand il arrive, il éclaire tout avec sa lampe de poche et soudain il se rend compte qu'en fait le commissaire Despard, il est en train de se battre avec sa mère. Chacun des deux, en fait, s'est trompé, croyait se battre contre Loïc Lascan et donc du coup ils arrêtent de se battre et la mère de Martin lui tombe dans les bras. Elle lui dit que le tueur, donc Loïc Lascan, est parti à la cave avec son père, avec leur père en réalité. Donc le commissaire Despard, il est un peu inquiet, il n'a pas du tout envie, mais il se dit que c'est son devoir, alors il va y aller quand même. Donc il descend à la cave. Quand il arrive avec sa lampe de poche, ça allume tout l'espace. Et là, en fait, il voit que le tueur a le couteau sous la gorge de son père. Et le commissaire Despard, lui, il parle de façon très assurée, malgré sa peur. Il dit
pose ton couteau, sinon tu vas te faire tuer, je vais te tuer. Et Loïc Lascan répond non, c'est moi qui vais le tuer, mais lui, il n'est pas assuré du tout. Et finalement, il y a un grand bruit de détonation, et c'est le commissaire d'Espard qui tire. Il touche Loïc Lascan à l'épaule, du coup, il lâche le couteau et le père peut s'en sortir. C'était un coup très risqué parce qu'il est passé à côté de la tête de son père. Et d'ailleurs, Martin, il dit au commissaire plus tard, mais qu'est-ce que vous auriez fait si vous aviez manqué votre cible? Et le commissaire d'Espard, qui a l'air d'avoir un caractère un peu bourru, il répond, en tout cas, je l'ai pas manqué, alors fais-moi pas chier. Et c'est comme ça que se termine ce livre. Mais à la fin du livre, il y a une autre petite partie qui s'appelle un épilogue. L'épilogue, c'est un peu la morale de l'histoire ou la conclusion d'un livre. C'est la fin de l'histoire en fait. Et donc dans cet épilogue, il raconte que Brice a été libéré, que la famille s'est retrouvée, et on voit qu'en fait, Martin va très mal. Il dit que sa famille, elle est plus du tout comme avant, que même quand ils font encore des choses banales comme manger, dormir ou partir en vacances, tout est différent. Ils ont déménagé 2 mois après, parce que le domaine de Sans Souci, ils se sont mis à le détester avec tout ce qui s'était passé. Et on voit que Martin, par exemple, son copain Benoît a essayé de l'appeler, il lui a laissé plein de messages. Il lui a dit que c'est ses parents qui lui interdisaient de prendre contact avec lui. Mais Martin, il n'a pas voulu renouer. Parce qu'on peut dire un petit peu dans un sens que son copain, il n'a pas non plus passé au-delà de l'interdiction de ses parents pour essayer de garder le lien. Et maintenant, il est un petit peu écœuré de ça. Martin n'a pas non plus repris contact avec le commissaire d'Espard. Pourtant, ils ont vécu beaucoup de choses ensemble. Mais il ne souhaite pas le recontacter. Il dit qu'il va le revoir de toute façon au procès, mais il n'est même pas certain d'avoir envie d'y aller à ce procès. On apprend alors que Martin, il va chez un psychologue. Il sait que son père, il va de temps en temps rendre visite à Loïc Lascan, qui est interné dans un hôpital psychiatrique pour les criminels. Et il dit qu'il y a des fois où il croit que tout ça, c'est pas possible, que c'est pas vraiment arrivé, mais il a la cicatrice sur sa joue qui lui rappelle tout le temps que effectivement c'est la réalité. Et il dit que ça lui rappelle le jour et que la nuit, ce qui lui rappelle qu'il a vraiment vécu toute cette horreur, c'est les cauchemars qu'il fait. Et voilà, on a terminé la lecture de ce livre. Si vous avez des questions ou envie d'en parler, vous pouvez toujours le faire en commentaire et je prendrai le temps de vous répondre et éventuellement de vous aider si c'est des questions par rapport à l'école ou même si vous avez des questions ou envie de parler de ce livre, s'il a suscité l'envie de parler de quelque chose, c'est aussi possible en commentaire et je vous répondrai avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté cette lecture et bon courage à ceux qui étudient. Je vous souhaite plein de succès dans vos études et aussi plein de plaisir et de découverte.